Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour tenter de répondre à cette question. Y aura-t-il une révolution en France? Plus exactement, c'est pour voir si effectivement euh, ce que nous croyons possible, c'est-à-dire le fait que la France puisse connaître une révolution, est-ce que c'est quelque chose de faisable, de possible? Est-ce que ça l'a vraiment été par le passé? On va revenir un petit peu justement sur l'histoire, mettre en perspective historique avec la France d'aujourd'hui et ainsi essayer de répondre à cette question. Toujours avec la méthode dialectique, surpasser les contradictions pour essayer d'y voir plus clair. Alors, nous allons commencer tout de suite, puis mettre en perspective historique, surtout avec ce sujet de la Révolution, évidemment. Bien pourquoi cette question? Parce que cette question, elle se pose de plus en plus. En effet, à l'époque où j'étais, on va dire, un activiste d'extrême gauche, ou militant, enfin activiste, oui, enfin, je commençais par l'activisme en tant qu'étudiant, puis ensuite militant, mais évidemment, je rappelle pour les gens qui me suivent, ou ceux qui ne me suivent pas, qui me découvrent, que ça fait longtemps que j'ai rompu avec cela, qu'aujourd'hui je ne suis plus militant, et que je ne suis plus ni de droite, ni de gauche, ni rien du tout. J'ai surpassé toutes ces contradictions maintenant pour être un dialecticien, c'est-à-dire celui qui met les choses en perspective historique et qui essaye d'aller au-delà des contradictions et donc au-delà des idéologies, puisque l'idéologie en tant que telle est bourrée de contradictions. Bon, ça c'est un petit rappel. Et donc sur la question de la révolution, effectivement, déjà quand j'étais militant, j'entendais beaucoup de gens dire il faut une révolution. Nous devons, il faut se bouger, il faut faire la révolution, il faut sortir tous, voilà, aller. Alors on a vu, notamment, ça s'est exprimé très fortement au moment des Gilets jaunes. Beaucoup de gens disaient il faut aller à l'Élysée, il faut la tête de Macron. Et vous avez beaucoup de gens dans les discours qui disent n'oubliez pas qu'on est le peuple qui a coupé la tête du roi. Alors justement, on va revenir sur cela. Est-ce que la France est vraiment le peuple qui a coupé la tête du roi? Est-ce que la France est vraiment le pays de la Révolution? Eh bien, je vais vous démontrer que non. Je vais vous démontrer que non, puisque déjà, revoyons l'histoire, mettons les choses en perspective historique. Nous allons prendre évidemment comme point de référence, puisque c'est le point de référence qu'ont la plupart des gens, c'est la Révolution française. Nous avons tous appris à l'école ce que c'était que la Révolution française, en tout cas la version que nous a donnée l'école de la République, hein, qui est que la Révolution était un processus dont on a retenu essentiellement certaines dates importantes, on va dire la prise de la Bastille, qui est une sorte de point de départ, puis, donc ça c'est le 14 juillet 1789, puis ensuite le serment du jeu de paume, voilà, la nuit du 4 août, il y a eu ensuite un certain nombre, voilà, les Tuileries, etc., enfin tout un certain nombre de dates et d'événements importants, est arrivé effectivement la mort du roi Louis XVI, enfin la mise à mort du roi Louis XVI, puis ensuite 1793, première constitution, etc. Et puis voilà comment se décante un petit peu l'histoire. On va pas refaire toute l'histoire de la Révolution ici. Je prépare d'ailleurs un épisode de l'histoire mise en scène qui reprend les grands événements. Donc voilà, vous connaissez à peu près ce que vous en avez appris à l'école. Et ce qui est important, c'est pas seulement ce qu'on a appris les événements en tant que tels, mais ce qu'on en a retenu comme ce qui est resté dans l'imaginaire collectif. On voit que dans l'imaginaire collectif, ce qui reste de la question de la Révolution française, c'est le fait que le peuple français s'est débarrassé du roi Louis XVI, du tyrannique roi Louis XVI, et s'est émancipé et a créé une république, une démocratie, en tout cas ce qui est la base de la démocratie que nous connaissons aujourd'hui, et ainsi montré la voie au reste de l'Europe. En vérité, c'est pas tout à fait vrai parce que c'est un processus qui a déjà eu un peu lieu, même s'il était moins spectaculaire au Royaume-Uni quelque temps auparavant. Et surtout, c'est faux dans la mesure où ce n'est pas le peuple qui a fait la Révolution française. Effectivement, quand on s'intéresse à l'histoire de la Révolution française de près, d'où l'intérêt de lire, encore une fois, je vais faire une vidéo là-dessus précisément sur la lecture, d'où l'intérêt de lire, euh, de lire un peu tout, de lire des romans, mais de lire aussi des livres sur l'histoire, des essais, etc., ou des témoignages de l'époque, qui permettent de voir de manière plus claire ce qui s'est réellement passé. Et quand effectivement on s'intéresse de près à la Révolution française, on se rend compte qu'en réalité, le peuple n'est pas pour grand-chose là-dedans. Le peuple n'en est même pas à l'initiative. Je vous rappelle que à l'époque de l'Ancien Régime, donc juste avant la Révolution, il y avait trois ordres, ça vous l'avez appris à l'école, hein. Ce qu'on appelle alors le terme latin, c'est les bellatores, les oratores et les laboratores, qui en termes plus courants sont les,
par ordre, j'essaie de prendre le même ordre, donc j'avais dit d'abord les bellatores qui sont les nobles, puisque bellatores, ça veut dire bella en latin, ceux qui font la guerre, les oratores, donc ceux qui prient, le clergé, hein, et puis les laboratores, donc ceux qui travaillent, c'est-à-dire le tiers-état. Alors le tiers-état, on a appris à l'école que c'était les paysans essentiellement. Mais en réalité, le tiers-état, parmi le tiers-état, vous avez une espèce de classe émergente qui a émergé déjà depuis la fin du Moyen Âge, qui est la bourgeoisie. Et la bourgeoisie est presque une classe entière au sein même, ce qu'on appelle un ordre entier au sein même de l'ordre du tiers-état. Et la bourgeoisie, donc, qu'est-ce que c'est que la bourgeoisie? En réalité, ce sont des... ça peut être d'anciens paysans, tout ça, mais en réalité, c'est surtout des gens, des marchands, des petits marchands qui se sont enrichis avec le commerce, et notamment à partir du XVIe siècle avec le commerce, que ce soit avec les Indes ou avec la, l'Amérique, enfin toutes les nouvelles terres découvertes, ou l'Afrique. Et puis, ça a commencé en Italie dès le Quattrocento. On a vu dans certaines républiques, hein, les républiques marchandes, commerçantes qui se sont enrichies. Et ces républiques marchandes, du coup, elles ont donné envie de créer des républiques un peu partout. Et c'est ce sentiment républicain qui a été porté par la bourgeoisie et qui a mené à la Révolution française. En réalité, c'est la bourgeoisie qui est à l'initiative dans le processus de Révolution française, puisque ce sont eux qui ont notamment été un petit groupe au sein du tiers-État qui a essayé, en tout cas tenté de faire venir le peuple vers ce processus. Alors une partie du peuple les a suivis, ce qu'on appelait les sans-culottes, mais en réalité la grande majorité du peuple, les paysans, ne voulaient pas rompre avec l'ancien régime, parce que l'ancien régime leur garantissait quand même une certaine protection, parce qu'on a dit on a retenu l'idée d'abolition des privilèges, mais les privilèges, il n'y avait pas que les nobles qui avaient des privilèges, ou même l'Église. Tout le monde avait, chaque ordre avait ses privilèges. Les privilèges, ce sont des particularités en réalité, ou des possibilités accordées à chacun des ordres. Et le tiers-état en avait aussi, notamment la possibilité de demander des comptes au seigneur, qui est censé assurer la protection, même si en échange, effectivement, il prélève des impôts, mais il y avait un donnant-donnant. Et ça, c'est vrai qu'on ne le montre pas, on a tendance à montrer plutôt que les nobles étaient des parasites, ce qui n'est pas faux, hein, puisque la noblesse était décadente, elle garantissait de moins en moins la sécurité, et en réalité, gaspillait un petit peu l'argent, etc. Et c'est ce qu'on a vu notamment, ça a commencé avec l'époque de Versailles, avec Louis XIV, où effectivement, là, on a vu une noblesse de cour émerger qui effectivement ne remplissait plus la fonction qu'elle avait, a perdu beaucoup de son prestige au sein du peuple. Mais c'est pas pour autant que la majorité du peuple a voulu rompre avec cet équilibre-là, et donc n'a pas voulu suivre la bourgeoisie, et la bourgeoisie lui a fait payer clairement, parce que les bourgeois qui ont été... Donc je rappelle que ce sont eux sans eux, il n'y aurait pas eu de prise de la Bastille, il n'y aurait pas eu tout le processus révolutionnaire. C'est eux qui ont fait le serment du jeu de paume. C'est cette minorité bourgeoise, avec certains nobles aussi qui les ont rejoints, qui ont mené cette révolution de bout au bout. Hein. C'est pas, c'est le peuple n'a fait qu'il n'y a qu'une petite portion du peuple qui a suivi et qui a fait d'ailleurs le sale boulot. Hein. Sinon, le reste, c'est la bourgeoisie qui a mené tout cela et qui ensuite a fait à tout le peuple qui était réfractaire, notamment ce qu'on appelait les Vendéens, c'est-à-dire la grande majorité du peuple des campagnes qui a résisté à ce processus-là, l'ont payé très cher. Il y a eu des massacres absolument abominables, et ça on en parle très peu à l'école, de gens, y compris de vieillards, de nourrissons, de femmes enceintes, qui sont éventrées vivantes, enfin des choses absolument abominables. Quand vous lisez les chroniques de l'époque, c'est effrayant. Hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les chroniques, il y a des preuves, d'ailleurs, ce sont aussi les déclarations des députés, des premiers députés, hein, comment on appelait ça, de la Convention. Alors pourquoi est-ce qu'on nous apprend cette version-là à l'école? Parce que nous sommes dans un régime républicain qui est né de ce processus-là, qui ne peut pas trop en dévoiler les aspects, dirions-nous, un peu sales ou un peu obscurs, voilà. Donc c'est normal qu'on ait cette vision un peu idéalisée de la Révolution française, et surtout fausse, puisque le peuple, on a dans l'idée, dans l'imaginaire commun, que le peuple a fait la Révolution, a tué le roi. Non, le peuple aimait le roi, le peuple voulait rester dans la monarchie, dans sa grande majorité, et le peuple a beaucoup perdu de nouveau régime qui s'est mis en place, le régime républicain, puisqu'il a perdu ses privilèges à lui aussi, c'est-à-dire la possibilité de se regrouper en corporation de métier,
C'est pour ça qu'après, il a fallu combler ce vide en créant des syndicats, puisque il n'y avait plus rien pour protéger les travailleurs et pour pouvoir, pour permettre justement comment dire, une solidarité entre les différents corps de métier, enfin, au sein des différents corps de métier. Et puis, il ne garantissait plus la sécurité du seigneur. C'est comme ça qu'on a créé les polices républicaines, etc. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, bon, c'est pas forcément plus efficace que ce qu'on avait à l'époque, hein. On n'a pas en vérité, le bourgeois, même si il a un confort moderne, puisqu'il y a une modernisation de la société qui s'est opérée, peut-être accélérée effectivement par le fait que la bourgeoisie entrepreneuriale ait pris le pouvoir, mais en réalité, euh, dans, je veux dire, le retour, c'est que la vie du travailleur, parfois a même empiré, puisque les travailleurs des usines, hein, quand les travailleurs ont bougé au 19e siècle des campagnes aux usines, ce qu'on appelait l'exode rural, en réalité, c'est pour des conditions de vie beaucoup plus déplorables que celles qu'ils avaient avant. Et aujourd'hui, on voit encore qu'il y a beaucoup de problèmes liés à la vie dans les villes, même à la tertiarisation, même si effectivement on n'est plus dans des usines où le travail est dur et dans des environnements comment dire, sales et puis bruyants, etc. Mais on est quand même dans un travail qui est toujours aliénant, qui est toujours être toute la journée assis devant un ordinateur, c'est pas forcément bon. Sans compter qu'entre les deux, il y a les embouteillages, il y a le stress, etc. Bref, vous voyez que là, on balaye pas mal de choses. Mais pour en revenir à la Révolution, voilà, la France, le Français ne sont pas un peuple de révolutionnaires. C'est la bourgeoisie qui a fait la Révolution. Elle a dû passer par une révolution violente en France parce que les choses étaient ainsi. Ça s'est pas fait forcément de manière aussi violente dans d'autres pays. Il y a eu une révolution russe, je rappelle quand même, qui a été aussi assez, bon, pas si violente que ça, parce qu'elle s'est faite dans un contexte particulier où il y avait un contexte de famine et de guerre, c'est en plein pendant la Première Guerre mondiale, où là, l'armée, enfin les Cosaques ont refusé de tirer sur le peuple et ont fraternisé, et ça s'est fait facilement. Voilà, parce que l'État était tellement fragilisé qu'ils n'ont pas fallu passer par là. En France, c'était un peu différent. Voilà, et puis après, bon, je veux dire, l'exemple français a fait que ça a été facilement suivi dans d'autres pays, mais à chaque fois, la bourgeoisie a profité d'un contexte très défavorable au pouvoir en place pour pouvoir prendre la place. Voilà. Et c'est qu'en France, ça a dû passer, mais parce que ça s'est fait à un moment où c'était pas forcément simple de le faire sans que ça passe par une révolution violente. Et parce qu'il y a une résistance du peuple assez importante, oui, mais qui fait pas forcément des Français un peuple révolutionnaire, un peuple peut-être assez insoumis, mais pas forcément révolutionnaire, puisqu'il n'est pas à l'origine de la révolution. Et de la même manière, aujourd'hui, c'est compliqué parce que non seulement la France n'est pas un pays révolutionnaire, mais en plus, il a des idées révolutionnaires qui est enfin, sur une perspective historique qui est fausse, puisque, comme je viens d'expliquer, l'imaginaire du français moyen ne correspond pas à la réalité de ce qu'a été la Révolution française. Et donc lui, il croit qu'il peut faire la même chose dans ce régime républicain actuel, alors qu'en réalité, ça n'est pas possible. Voilà. Donc même si le français aujourd'hui en appelle, en règle générale, pas tous, mais enfin quasiment tout le monde, parce qu'en réalité j'entends presque quasiment tout le monde dire qu'il faudrait une révolution. Que ce soit une révolution dans les mœurs, une révolution dans la façon de faire. Les gens qui ont voté Macron, c'était pour une révolution douce. Ils croyaient en tout cas une révolution douce. Et par contre, il y a les gens qui aujourd'hui sont plus soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, ou pas forcément extrême gauche ou extrême droite, mais qui voient qu'il y a un haut niveau de corruption en France, que nos élites sont complètement dégénérées, etc., et qui disent qu'il faudrait balayer tout ça, ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est pas aussi simple. C'est pas, jamais nous ne verrons en France la majorité des gens bouger, aller spontanément comme ça dans la rue, et aller jusqu'à l'Elysée. Ça n'arrivera pas. Il y aura quelques jacqueries, comme elle était avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes s'inscrivent dans la tradition de la jacquerie, qu'on a vu beaucoup en France, mais qui existe aussi en Europe. Et en réalité, on se rend compte, encore une fois, quand on met en perspective historique et à l'échelle de l'Europe, on se rend compte que chaque pays d'Europe a son histoire aussi révolutionnaire, ou on va dire de révolte spontanée du peuple, et qui n'ont jamais pas forcément abouti à quelque chose, à une vraie révolution, puisqu'à chaque fois qu'il y a révolution, il y a eu une minorité bourgeoise qui a mené cette révolution et qui s'est servi du peuple pour pouvoir, en tout cas d'une partie du peuple, pour pouvoir y arriver. Ça a été le cas avec les Russes. Les Russes, c'est les bolcheviks. Hein, les bolcheviks étaient des bourgeois. Euh, et, euh, et par contre, les jacqueries, oui, c'était des jacqueries paysannes essentiellement.
qui ont parfois mené à des petites révolutions avortées comme la Commune de Paris en 1871 en France, mais il y a aussi en Espagne, par exemple, il y a eu Barcelone en 36 ou en 37, je sais plus. Et, euh, et ça a mené des moments où le peuple s'est organisé par lui-même sans qu'il y ait des petits chefs bourgeois qui lui disent ce qu'ils ont à faire. Parce que le peuple a cette intelligence sociale qui fait qu'il est capable, et pratique aussi, il est capable de s'organiser par lui-même sans qu'il y ait des petits chefs bourgeois qui prennent la tête. Le problème, c'est qu'à chaque fois que des petits chefs bourgeois viennent prendre la tête d'un mouvement radical, révolutionnaire du peuple, eh bien ça finit en dictature bourgeoise. Exactement comme la République est une dictature bourgeoise, la République moderne en tout cas. C'est une dictature bourgeoise et pas autre chose. Et d'ailleurs on le voit aujourd'hui, c'est de plus en plus flagrant. Et donc effectivement, encore une fois, voilà, on ne peut pas, c'est une illusion de croire que le peuple va faire comme en 1789, puisqu'en 1789, c'est une élite bourgeoise qui a mené le peuple. Et demain, s'il y a une révolution en France, ça sera encore une fois une élite bourgeoise qui l'amènera pour nous la mettre profond, quoi, en gros. Voilà, donc il faut absolument rien attendre de ces élites bourgeoises. Il faut que le peuple fasse la révolution par lui-même, mais le problème, c'est que pour ça, il faut qu'il y ait un effondrement de l'État qui soit tel regardez, la Commune de Paris, ça s'est fait dans un contexte de défaite suite à une guerre. Pareil à un moment donné, il y a eu un mouvement révolutionnaire spartakiste aussi en Allemagne qui a failli réussir dans un contexte le lendemain de la Première Guerre mondiale. Pareil pour le Barcelone 36, ça s'est fait dans le contexte de la guerre civile d'Espagne. Voilà, donc il y a toujours un contexte très défavorable pour l'État, pour l'ordre établi, qui permet un surgissement de mouvement radical du peuple. Il y a eu un peu de ça en 68 en France, mais la situation n'était pas suffisamment défavorable. Elle était contrôlée d'ailleurs, puisqu'on sait que derrière mai 68, il y a eu aussi une élite bourgeoise qui a pris ça, qui étaient les étudiants et les intellectuels qui avaient derrière, qui ont pris ça en main, qui l'ont transformé en une révolution sociétale, alors que c'était une révolution beaucoup plus profonde en réalité, qui germait au sein des travailleurs de base. Voilà, et c'est comme ça que mai 68 a été aussi une révolution avortée. Parce que la bourgeoisie ne voulait pas faire la révolution totale, il voulait simplement une révolution des mœurs. Pour pouvoir justement. C'est toujours dans un but de développement des forces productives du capitalisme. Hein, c'est l'automouvement du capitalisme qui, dans sa marche en avant, cherche, avec des gens qui, de manière consciente ou inconsciente, au sein de la bourgeoisie, vont aller dans ce sens-là. Et vont essayer de récupérer tout mouvement radical qui veut rompre avec ce mouvement justement du capitalisme pour justement le récupérer et en faire quelque chose qui va dans le sens du capitalisme et non pas dans le sens de la rupture. Donc voilà comment on se fait avoir à chaque fois avec ces pseudo-révolutions qui en réalité sont des mouvements bourgeois qui ne sont là que pour transformer la société afin de faire plus de profit et de toujours aller dans cette marche en avant du capital. C'est toute l'arnaque d'aujourd'hui de la révolution verte, par exemple. Tout ça, c'est du pipeau, c'est du cinéma. Tout ça, c'est pour servir toujours le capital qui doit se réinventer en permanence pour pouvoir continuer à exister. Et donc là, effectivement, face à la crise, voilà, on voit beaucoup de mouvements comme ça qui émergent, de voix, etc. Mais je vous dis, il faut toujours se méfier. Regardez si ces gens-là sont des bourgeois ou d'authentiques révolutionnaires issus du peuple. Et encore, parfois, il faut se méfier de ceux qui sont issus du peuple et qui se sont embourgeoisés, puisqu'ils finissent par servir cette bourgeoisie. Alors, évidemment, la bourgeoisie est un concept qui évolue en fonction du temps. La bourgeoisie d'aujourd'hui n'a pas forcément le même aspect que la bourgeoisie d'hier. Donc c'est des concepts assez... il faut creuser un petit peu, il faut lire Marx, il faut lire Hegel, il faut lire... Voilà, pour voir un peu plus... voir ce que c'est un peu plus profondément la révolution radicale. Regardez les vidéos de Francis Cousin aussi, et puis lisez ses livres qui expliquent bien. Mais je trouve que c'est important de faire le point sur le fait que la France n'est pas un pays révolutionnaire, c'est l'Europe qui est une entité qui regroupe plusieurs peuples qui ont la révolte en eux, qui ont la révolte radicale, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas développer là, mais en tout cas c'est vrai qu'on voit que les peuples européens sont des peuples, je dirais pas révolutionnaires, mais qui ont une révolte radicale en eux. Chaque individu européen, il l'a en soi. Il essaie de l'exprimer d'une certaine manière. Mais nous ne sommes pas un peuple de révolutionnaires. La France n'est pas révolutionnaire que les autres peuples
en Europe. C'est ça que je veux bien. C'est pas nous qui allons montrer la voie de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas le peuple régicide. Ce n'est pas nous qui avons tué le roi, c'est la bourgeoisie française et soutenue par toutes les autres bourgeoisies d'Europe et du monde, hein, en tout cas d'Europe pour l'époque. Il y a une bourgeoisie qui fait tout pour garder le pouvoir, pour sauver le système, et que tant que nous n'aurons pas rompu avec cette bourgeoisie-là, tant que nous n'aurons pas pris conscience de tout cela, nous n'arriverons à rien. Nous n'arriverons pas à changer ce processus inéluctable. Alors, il n'est peut-être pas inéluctable dans l'absolu, mais tant qu'on ne prend pas conscience massivement et largement de tout ce que je viens de dire là, nous ne changerons absolument rien. Voilà, et si nous voulons vraiment une rupture radicale, il faut que tout le monde, toutes les portions du peuple réel, prennent conscience, c'est-à-dire que le peuple retrouve le réel. C'est ce que je m'efforce de faire dans mes vidéos, quand je prends des positions parfois que des gens ne comprennent pas, ils me traitent de tous les noms, ils me traitent de raciste, d'homophobe et tout ce que vous voulez. C'est parce que j'essaie de ramener les gens vers le réel, vers la réalité des choses. Et le problème, c'est que nous sommes dans l'idéologie, et l'idéologie, qui est toujours bourgeoise, hein, nous empêche de voir plus loin. C'est pour ça qu'il faut sortir, s'enlever les œillères de l'idéologie, et enfin aller vers la vérité, vers ce qu'il y a au-dessus, au-delà. Hein. Il faut passer au-delà de la barrière de nuages et voir, la vérité, la lumière, telle qu'elle est, sans filtre, sans tout ce qui l'obstrue et nous empêche d'y voir clair. Voilà. J'espère que j'ai été suffisamment clair et concis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la rétribuer par un pouce, histoire de la faire référencer un peu plus et donc lui rendre plus de visibilité sur YouTube. N'hésitez pas à la partager aussi sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas aussi donc à vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Dialecticien. Hein, abonnez-vous, hein, cliquez sur le bouton abonnez-vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Dialecticien. Au revoir.